half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa. She's a one of a kind. All my friends call me Bear Claw. The village chicken is my Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Il y a 130 ans, aujourd'hui, enfin c'était en décembre 1890, on assistait aux États-Unis à un drame, à un massacre, celui d'Indiens des Lakota, c'est ça, les Sioux. Les Sioux. Pourchassés par l'armée américaine. Oui, et là, vous l'avez dit, c'est le mot, hein, c'est un massacre. Il ne faut pas parler de bataille de Wounded Knee, parce qu'il n'y a pas de bataille, c'est un massacre. Alors, il n'est pas recherché, il n'est pas voulu quelques semaines ou quelques mois plus tôt, mais c'est un accident, mais un accident terrible, un accident dramatique. Et encore, je ne devrais pas parler d'accident. On est dans le Dakota du Sud, on voit la carte des États-Unis, où ça se situe. On est au nord-ouest. Et on va voir cette carte. Et c'est là que se trouve une immense réserve où ont été placés les Indiens depuis plusieurs années déjà. Et en cette année 1890, eh bien, tout va basculer. Ça commence au tout début de l'année où l'État américain commence à dire que le traité passé avec les Indiens, finalement, on va revenir dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser une grande réserve avec un vaste territoire, on va découper en 4 ou 5 réserves différentes. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, casser le pouvoir que les Indiens pourraient reprendre, les diviser à l'intérieur même de leur tribu. Donc ça, on est au début de 1890. Et il se trouve que cette année 1890 est dramatique au niveau météorologique. C'est-à-dire, voilà, la neige, le froid. Il n'y a pas de possibilité de culture. Les cultures sont ravagées par le temps. Donc la faim commence à s'implanter, à s'imposer, d'autant que le gouvernement américain a réduit les aides aux Indiens, aux Amérindiens. Et en plus, comme vous le savez, les bisons ont été massacrés depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc c'est dire si la faim les tiraille et cette année 1890 est noire, ça c'est certain. Et ça va basculer le 17 décembre 1890 lorsqu'il va y avoir une tentative d'arrestation de Sitting Bull, le grand chef Sioux, celui qui avait eu tous les pouvoirs, tous les grands chefs s'étaient tournés vers lui, toutes les nations indiennes, notamment les nations Sioux, mais bien d'autres. Voilà. Oui, absolument. Et il était un symbole. Et le 19 décembre 1890, eh bien, il y a une tentative d'arrestation. Je vous propose de regarder quelques images. Tentative, je dis bien d'arrestation, parce que ce sont des policiers, des agents indiens qui viennent eux-mêmes pour se saisir de Sitting Bull. Alors il dit, moi je veux bien, mais laissez-moi m'habiller, le temps de rentrer dans ma tente, je m'habille et je vous suis. Et son fils dans la tente lui dit, mais tu ne peux pas, toi le grand chef Sitting Bull, tu ne peux pas te rendre comme ça sans te battre. Et du coup il ressort, le voilà Sitting Bull, et quand il ressort, il y a un agent qui se trouve derrière lui. Et c'est vrai que la nervosité est là, les Indiens arrivent par dizaines pour essayer de le soutenir. Et là il y a un coup de feu qui part et il va y avoir 12 morts lors de cette arrestation, dont Sitting Bull. Et là c'est intolérable évidemment pour tous ces Indiens qui vivent dans cette réserve. Ils vont vouloir les uns et les autres déménager, regagner les territoires soit de leurs ancêtres, soit de leur soutien. Et ça va être le cas de Bigfoot, le grand chef Sioux Bigfoot, qui va emmener avec lui sa tribu en essayant de rejoindre Red Cloud. Ils vont marcher 250 km dans la neige, dans le froid, en ce mois d'hiver, de mois de décembre 1890. Et ils sont rejoints par le 7e régiment de cavalerie américaine, le fameux 7e régiment, vous savez, celui de Little Bighorn, avec le général Custer. Et ils vont demander à désarmer ces Indiens qui ont marché depuis 250 km depuis 15 jours. Et là, ça va être le drame parce qu'ils vont rentrer dans les tipis, dans les tentes, pour essayer de trouver ces armes. Ils vont tenter de désarmer les uns et les autres. Et là encore, il y a un coup de feu qui part. Et là, c'est là où c'est le drame parce que les tuniques bleues, comme on les appelle, les soldats américains, eh bien, vont tirer pardon de cette expression, mais voilà, exactement, dans le tas, sans savoir, à tel point qu'ils vont sans doute, puisqu'ils encerclent les Indiens, se tuer entre eux. Oui, même les soldats américains. Et puis ils vont tirer la mitraille, ils vont tirer avec des mitrailleuses Hotchkiss, et tout cela va causer la mort de plus de 350 Indiens, dont 125 femmes et enfants. Et ils vont être placés dans une fosse commune. Là, on va demander aux habitants autour de Wounded Knee. Wounded Knee, c'est pas un village, c'est pas une ville, c'est une rivière. Wounded Knee Creek, c'est une rivière, vous
connaissez. Et alors après, ils ont construit évidemment des maisons. Il y a des habitations aujourd'hui. Et un mémorial, parce qu'effectivement, chaque année, beaucoup de tribus indiennes sont représentées pour se souvenir de ce massacre. C'est vrai que c'est un massacre qui a fédéré aussi, j'allais dire, l'action des Indiens pour réclamer plus de liberté. Plus de liberté, plus de terre et surtout de quoi vivre, tout simplement, au quotidien. Alors il faut savoir qu'on a l'impression que Wunnandi, c'est le dernier massacre. Depuis 400 ans, on n'arrête pas de se battre contre ces Indiens, entre les Américains et les Amérindiens. Eh bien, cette année 1890 est la plus noire de cette histoire. Merci beaucoup, Frédéric.